Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la première partie. J'ai testé les applications rencontres, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, plusieurs fois, mais rarement avec succès. Et pourtant, je suis loin d'être le seul, évidemment. Derrière la promesse d'un match parfait, il y a souvent beaucoup de solitude, de malentendus, de faux espoirs, et au final, une vraie question, est-ce que ces outils nous aident vraiment à aimer ? Ou est-ce qu'ils changent en profondeur notre manière de désirer, de nous attacher, de rompre, etc. Ce sont des questions qui me passionnent, évidemment. J'y ai consacré un épisode solo récemment, dans lequel je partageais les 5 choses que j'ai apprises en amour. Et depuis plusieurs années maintenant, j'ai abordé ces thématiques avec de nombreux invités, que ce soit sur le couple, la rupture, les relations longues, le désir. Bref, c'est un sujet que je creuse parce qu'il me touche, évidemment, qu'il me traverse, et que je sais qu'il concerne énormément d'entre vous, naturellement. Et parmi les personnes avec qui j'ai eu le plus de plaisir à en parler, il y a Aurélie Jean. Aurélie, je l'ai reçue déjà 3 fois dans Vlan, et c'est à chaque fois un échange passionnant. Elle est docteure en sciences, elle est spécialiste des algorithmes, elle est autrice de plusieurs livres, mais dont le dernier qui est Le code à changer, amour et sexualité au temps des algorithmes, qui est un livre brillant qui explore comment nos outils numériques sont en train de modifier en profondeur notre rapport à l'autre. Et dans cet épisode, on parle de ce que les algorithmes font à nos rencontres, de la manière dont ils renforcent certains biais, de cette illusion de liberté dans le choix et de la dérive consumériste qu'ils peuvent encourager. Mais on parle aussi de stéréotypes de genre, de poids des attentes sociales, de patriarcat intériorisé et de cette tension entre le fantasme de l'amour idéal et la réalité d'une relation à construire. On évoque également LinkedIn comme un espace de rencontre inattendu, en tout cas pour moi. On parle aussi de la solitude dans un monde hyperconnecté, de cette fameuse indépendance, que ce soit émotionnelle, financière, intellectuelle, que beaucoup de femmes revendiquent et que tant d'hommes ont encore du mal à accueillir. C'est une conversation sans filtre, drôle, dense, parfois peut-être inconfortable, j'en sais rien, mais surtout profondément humaine. Et si vous vous demandez, vous aussi, comment on aime en 2025, pourquoi c'est parfois si difficile et comment reprendre un peu de pouvoir dans tout ça, alors cet épisode, il est fait pour vous. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Aurélie. Bonjour. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, donc je suis ravi. Bah ouais. Et d'ailleurs, tu commences le livre en 2016, au moment où on s'est rencontrés. Et je trouve ça C'est vrai rigolo. qu'on s'est rencontrés en 2016, Ouais. en mai 2016. Exactement. Pourquoi tu commences en 2016 ? Parce que c'est marrant parce que juste avant qu'on se rencontre toi et moi dans un parc à New York, on s'était donné rendez-vous parce qu'on se suivait et Exactement. tout. Moi, je venais d'emménager à New York un mois avant. Et en fait, cette année-là, quelques mois avant, en janvier 2016 exactement, et j'habitais encore à Boston, j'ai rompu avec la personne avec qui j'ai passé 11 ans, que tu connais par ailleurs, on va pas citer mais que tu connais. Exactement. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de partir, je l'aimais encore, pas un amour passion, ni un amour Tendresse. charnel, voilà. Mais je lui ai dit, je te quitte car je t'aime encore. Et en fait, je lui ai dit ça, ce qui peut paraître un peu bizarre quand tu le lis ou quand tu l'écoutes ainsi, mais en fait, ça a exprimé quelque chose de très profond chez moi, qui est que j'ai toujours pensé que les gens attendaient trop longtemps pour se quitter et arriver progressivement vers un désamour, voire une haine de l'autre. Et moi, je voulais surtout pas ça. Et donc, ça t'a amené à... Et t'as amené... Parce qu'en fait, la question, c'était... Pourquoi t'as débuté le bouquin ? Parce que c'est un bouquin sur la rencontre, pas sur la rupture. Non, mais sans amour, pas de rupture. Il n'y a jamais de rupture véritablement sans amour, tu vois. C'est vrai. Et en fait, le livre, j'ai voulu l'écrire. Alors, c'est intéressant parce que je commence par là et quand j'arrive à New York, j'arrive célibataire par la petite porte du célibat, comme je l'écris en introduction. Et je pense à l'époque que je vais rencontrer une diversité d'hommes incroyable. Et que, voilà, surtout à New York, tu vois, c'est quand même la ville la plus cosmopolite au monde, l'une des villes les plus cosmopolites au monde. Et en fait, je me retrouve dans une ville où, d'une part, il n'y a pas cette diversité que je pensais, mais non. Mais aussi et surtout, c'est que durant ces 11 années en couple, le monde a changé. Oui. Et le monde a changé dans les rencontres, dans la manière de se découvrir, de se désirer, de se tromper, de rompre, etc., de s'aimer. Et en fait, ce qui, moi, au regard du domaine dans lequel je travaille, qui est la science algorithmique, la modélisation, je réalise en fait qu'on passe par des outils numériques, embarquant pour certains d'entre eux
à l'époque, aujourd'hui, systématiquement de l'intelligence artificielle, donc un modèle algorithmique, pour nous suggérer des choses, nous orienter d'une certaine manière, etc. Les gens utilisent ces technologies pour se rencontrer, pour communiquer, pour se désirer, pour se cristalliser l'un l'autre. On reviendra peut-être sur le sujet, j'en fais tout un chapitre. Et du coup, je suis perdue. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis complètement perdue dans ce monde qui me paraît complètement fou. Et pour autant, je me dis, j'ai quand même envie de rencontrer quelqu'un, tu vois. Et en fait, voilà, et ça a été... et je m'étais dit un jour, putain, il faut que j'écrive là-dessus. Mais j'arrivais pas à trouver l'angle. J'arrivais pas à trouver le truc qui me permettait de commencer un livre sur le sujet. Parce que, en fait, j'y ai pensé même quand j'ai sorti mon premier livre il y a 6 ans. Ouais. Wow. Mais je me suis dit 2 choses. Premièrement, les gens ne sont pas prêts à lire ça. Parce que je dis, c'est trop tôt. Non, mais je te jure, je me suis dit ça. Et deuxièmement, je me suis dit... j'ai pas l'angle, j'ai pas l'accroche, tu vois. Ouais. Sinon, tu fais un livre bateau, comme beaucoup, tu vois. Et là, le jour où j'ai compris que j'avais un truc, et du coup, après, j'ai creusé, c'est lorsque j'ai pensé à 2 thèmes en particulier. D'une part, la cristallisation, où en ayant lu ou relu, tu vois, De l'amour de Stendhal, où il parle du phénomène de cristallisation, où quand pour être amoureux de quelqu'un, tu vas d'abord le cristalliser, le perfectionner. Tu sais, on a tous rigolé à des blagues bêtes d'un mec ou d'une nana, on a tous fait ça, on lui a dit parfait, il est génial, alors que pas du tout. Et puis suivi, alors il y a plein d'étapes, il y a 7 étapes que décrit Stendhal, mais moi j'en prends que 3 pour illustrer le bouquin. Autant des algorithmes, ce qui se passe, c'est qu'après cette cristallisation, tu as ce qu'on appelle une décristallisation, où tu vas voir la personne sous ses vrais traits, pour ce qu'elle est, voilà, donc avec ses défauts. Et puis ce qui suit derrière ça, c'est soit une recristallisation, tu vas retomber, et là tu deviens, tu es amoureux, donc tu passes du désir à l'amour, soit tu vas complètement décristalliser pour toujours et tu passeras à autre chose. Et en fait, cette cristallisation, elle a, à mon sens, une dynamique différente autant des IA, des algorithmes et des outils numériques qu'on utilise au quotidien. Ça va du texto, WhatsApp, whatever, tu vois, au réseau social, Instagram, TikTok, à l'application de rencontre, où on va se découvrir cristalliser. Et vu qu'on se met en scène sur ces réseaux d'une certaine manière, c'est une image assez perfectionnée de soi-même, lisse, voilà. Qu'en fait, les gens vont cristalliser, décristalliser, cristalliser, décristalliser. C'est une sorte de grand 8 émotionnel. Et quand j'ai écrit un papier là-dessus il y a quelques années dans le magazine Lire, qui est un magazine littéraire, grâce à Aurélie Marciro, qui était rédac chef à l'époque. Et là, je me suis dit, putain, je tiens un truc. Et quelques mois après, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe sur ces outils, Et là, j'ai découvert après un phénomène que je ne connaissais pas, qui est le phénomène de la distinction du nom de l'œuvre de Bourdieu. Et en fait, je me suis réalisée, je m'en doutais un peu, mais en fait, j'étais très bourdieusienne dans ma manière de voir les choses. Et là, je réalise en fait que les applications de rencontre, si on parle d'elles, alors qu'elles avaient été pensées où tout le monde pouvait se dire, mais ça va être génial, il va y avoir un melting pot incroyable, il va y avoir une mixité sociale, économique, culturelle, ethnique, religieuse. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Au contraire, on a eu beaucoup moins de mixité dans les matchs sur ces réseaux que dans la vraie vie. Et ça, c'est quand même dingue. Comment ça s'explique ? Parce qu'en fait, l'entrisme... Alors, bien sûr qu'il y a des réseaux comme Raya, qui sont faits pour ça. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, mais globalement, Raya, c'est un réseau sur lequel il faut être validé. On est validé par son compte Instagram, donc le contenu qu'on publie, mais aussi ce à quoi on ressemble, globalement. Bien sûr. Donc, en fait, pour rentrer sur Raya, il faut être... sélectionné d'une certaine manière. Moi, j'y suis sur Raya. Ouais, moi, j'y suis plus, mais je l'utilise pour rencontrer des gens, faire du réseau, parce que tu peux le spécifier. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu peux. Moi, j'ai arrêté Raya. Mais en tout cas, voilà, il y a Raya. Donc, bon, Raya, c'est vrai que c'est une communauté de gens un peu particulier. Mais après, j'ai l'impression, mais c'est mon avis un peu comme ça, je me dis, j'ai l'impression qu'en fonction du réseau sur lequel tu vas trouver des profils différents. C'est-à-dire que si tu vas sur Tinder ou si tu vas sur Hinge, tu vas pas pour les mêmes raisons. Tu vas pas pour les mêmes raisons et tu trouves pas les mêmes publics non plus, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Est-ce que la segmentation, elle se fait par les algos ou elle se fait simplement de manière sociale, entre guillemets, parce que les gens, en fonction de ton âge et de ton origine sociale, tu vas pas choisir le même réseau social. Tu vois, je connais moins Mythique, je sais pas très bien qui va sur Mythique aujourd'hui, mais ça existe encore. Je sais pas trop, j'en sais rien, j'avoue que je sais pas. Pardon mais pour le fondateur. D'un vrai Simon Sinis, il nous écoute, mais j'avoue que je sais plus très bien. Alors, ce que tu dis est très intéressant. Si tu prends par exemple Tinder, toutes les classes sociales sont représentées. D'accord. Tu vois. Ce qui est intéressant, par contre, c'est ce que tu disais, est-ce que c'est l'algorithme ou est-ce que c'est nous, socialement, qui faisons cette chose ? En fait, c'est un mélange des deux. Et c'est là où la distinction de Bourdieu est intéressante à étudier et la manière dont les algorithmes de recommandation fonctionnent sont à étudier aussi. Typiquement, quand tu es sur une application de rencontre, tu vas swiper à droite ou à gauche des profils. Ça, c'est ton comportement.
Ça fait partie de ce qu'on appelle un profil dynamique de l'utilisateur. Ces données, elles vont être capturées et elles vont créer des catégories d'utilisateurs. Et en fonction de la catégorie à laquelle tu appartiens, on va te suggérer des profils que des gens de ta catégorie ont aimés avec l'idée qu'en retour, ils te plaisent. Pourquoi ? Parce que l'idée est toute simple, c'est qu'on va te mettre dans des classes de gens similaires statistiquement, qui ont les mêmes types de comportements et qui sont likés à peu près par les mêmes personnes, par exemple. Je mets pas les mains sous le capot, mais tu vois, j'imagine en fonction de mes expériences moi-même pour les avoir utilisés. Et donc, il y a 2 phénomènes à ça, qui en conséquence. La première, c'est que, typiquement, tous tes comportements que tu vas avoir sur ces applications vont être décuplés par la manière dont l'algorithme de recommandation va te suggérer des profils où il aura tendance à prendre des tendances statistiques et en faire des conditions systématiques. C'est pour ça qu'à un moment, tu vois toujours les mêmes choses, les mêmes types de profils. Et c'est exactement la même chose qu'un algorithme de recommandation sur un réseau social. Moi, sur Instagram, quand tu vas sur la partie exploration, je ne vois que des petits chiens et des petits chats. Parce que je n'aime que des petits chiens et des petits chats. Tu vois, donc c'est vraiment... Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est le fait... Tu as un renforcement des biais sociaux. C'est-à-dire que, typiquement... je le dis, je suis pas meilleure qu'une autre. Je prends mon exemple dans le livre. J'ai tendance, par exemple, à quand je faisais les tests, et puis je le testais aussi pour moi, tu vois. Lorsque je mettais systématiquement, je swipais à gauche systématiquement les hommes en surpoids. Ce qui n'a aucun sens. J'ai passé 11 ans avec un homme en surpoids. C'est clair. Et en fait, merci pour lui. Non, mais c'est clair. Je valide. Voilà. Je dis juste que c'est vrai. Oui, voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai un comportement sur cette application qui est robotisé, que je n'ai pas dans la vraie vie, mais qui du coup va influencer les profils qui me sont suggérés, va créer de la discrimination envers ces hommes en surpoids. Je dis homme parce que pour le coup, je suis hétérosexuelle. Et qui, du coup, la question se pose, c'est est-ce que ce comportement que j'ai sur ces applications et l'algorithme qui vient renforcer ça, est-ce que je ne le développe pas dans le monde réel après ? Et c'est toute l'étude, et ça c'est toute l'étude de Dana Boyd, qui est une sociologue américaine, qui fait la différence entre la sphère publique à infrastructure physique, notre monde à nous, et la sphère publique à infrastructure médiatique. Et elle explique un concept que moi je connaissais pas, qui est de dire en fait que dans le monde physique, notre monde là, sans même que tu le réalises, on se juge les uns les autres et on tend vers un comportement consensuel en s'observant les uns les autres, en ayant un comportement urbain. Quand tu es sur ces applications, personne ne te regarde. Et du coup, très vite, tu peux avoir un comportement inapproprié, abusif, raciste, sexiste, violent, antisémite, peu importe. Et donc, partant de ce principe, tu te dis qu'est-ce que ça fait de nous après dans le monde physique. Et pour revenir à la distinction, qui était notre point de départ, Bourdieu, il a écrit ce livre et il expliquait dans ce livre, je trouve passionnant, c'est qu'en fait, nous, individus, on a un capital économique, un capital culturel et un capital social. Économique, c'est l'argent, ton patrimoine. Culturel, c'est ton niveau de culture, d'éducation, etc. Et capital social, c'est ton réseau, ton entourage, les gens avec qui t'es connecté. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que les gens ont tendance à se mettre les uns les autres, que ce soit pour des relations amicales ou amoureuses, en fonction de leur capital, sans même l'expliciter, mais il y a des signes distinctifs où on se distinguerait les uns les autres. Et puis même des lieux dans lesquels on se rencontre. Des lieux, voilà, en plus t'as ça. Mais si on regarde que les gens comme, tu vois, même si tu mets des gens qui sont dans un lieu relativement neutre, ils vont arriver à se mettre entre eux. Et donc, c'est très intéressant parce que ce qu'il a essayé, à mes yeux, il l'a démontré, mais ce qu'il a démontré ou tenté de démontrer pour certains, à travers donc des sondages et des enquêtes, donc des choses sur des échantillons restreints. Là, en fait, tu peux le valider, le confirmer via les applications de rencontre. Il y a eu plein d'études sociologiques sur les résultats de ces applications, où on réalise en effet que sans même expliciter ton niveau d'éducation, par exemple, les gens vont matcher entre eux selon le niveau d'éducation, comme si tu avais des signes distinctifs que nous, on se distinguait des signaux faibles, en fait. Et alors, tu vas me dire, oui, si la fille a un sweatshirt d'Harvard, tu peux penser qu'elle a fait Harvard, mais c'est plus subtil que ça, tu vois. Non, je pense que c'est lié à l'habit. Par contre, l'habit, tu vois, un mec hyper bodybuildé, tu vas... Enfin, c'est horrible ce que je dis, parce que c'est des... Tu vas te dire, oui, c'est pas forcément quelqu'un qui aura fait une... Enfin, c'est très caricatural. C'est hyper caricatural, parce que, mais c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, sur les apps de dating, ce que je trouve assez horrible, et c'est ce que tu décris avec ta copine Anna, d'ailleurs, au début du bouquin, c'est que en fait tu segmentes les gens de manière complètement arbitraire, très rapide et inhumaine. En fait. C'est-à-dire un truc que tu ferais pas dans la vraie vie, que tu n'assumerais pas, mais tu vas swiper très rapidement en disant photo en maillot de bain ou super maquillée pour une fille en l'occurrence en ce qui me concerne. En ce qui te concerne. Tu vois, moi c'est le mec qui se prend en photo dans sa voiture ou qui se prend en photo avec un poisson qui vient de pêcher. Moi c'est pas possible, tu vois. Ou le mec torse nu, non ? Ou le mec torse nu, ou le mec avec un t-shirt de football, parce que j'aime pas le football. Donc mais tu vois,
Mais après, j'aime pas non plus. Enfin, mais tu vois, comme quoi on est complètement ridicule parce oui. que et en fait, ça dit beaucoup de nous, je pense. Et les algorithmes ne sont pas responsables de ça. Ils renforcent. Par contre, ils renforcent et ils révèlent. Tu sais, je dis beaucoup, moi, on me dit, alors déjà, un algorithme n'est pas sexiste, raciste, antisémite ou autre, il ne fait que, c'est nous, humains, nous le sommes, et par contre, les algorithmes et les intelligences artificielles qu'on utilise ont cette puissance et qu'elles révèlent, à mes yeux, des injustices, des discriminations qu'on pensait avoir disparu. Tu vois, quand les gens me disent, il n'y a plus de sexisme, il n'y a plus de racisme, c'est pas vrai. Et la preuve, on les observe grâce aux technologies. Tu vois, c'est intéressant. Ouais, parce que sur les apps de dating, ce que tu dis dans le bouquin, c'est que les femmes noires et les hommes asiatiques sont hyper discriminés. Sont les plus discriminés, en termes d'ethnicité. Ouais. Pour les ethnicités, c'est les femmes noires et les hommes asiatiques, et c'est assez dingue en fait quand ils pensent. Et alors c'est marrant parce que les hommes asiatiques sont discriminés négativement, les femmes asiatiques sont par contre très représentées dans les occurrences, Et ça vient, enfin il y a beaucoup de sociologues qui ont étudié ça, plutôt américains pour le coup, parce que c'est vrai que bon, les Américains font beaucoup d'études sur les ethnicités, ça se fait moins en France pour des raisons culturelles et autres. Et en fait c'est intéressant parce qu'ils expliquaient qu'il y a toute une sorte de fantasme autour de certaines personnes, certains types de profils, certains types de physique, certaines ethnicités, avec une sorte de ce qu'ils appellent l'exotification, tu vois, d'individus en fonction de leur origine. Typiquement aussi pour les femmes noires, et beaucoup de femmes ont partagé les messages qu'elles recevaient, où tu avais littéralement des remarques ou des questions qui leur étaient posées en privé sur ces applications de rencontres, où les mecs disaient, alors c'était pour le coup des relations hétérosexuelles, enfin des rapports hétérosexuels, mais les hommes disaient j'ai jamais été avec une noire, j'aurais de toucher le cul du noir. C'est hyper raciste de dire ça. Tu vois. Et en fait, tu te dis, est-ce que la personne qui a écrit ça l'aurait dit dans le vrai monde, voulant dire. Mais alors tu sais que pour parler de racisme, les personnes qui disent, moi je suis hyper attiré par les personnes noires, ne se rendent pas compte qu'en fait c'est du racisme. D'une forme, enfin tu peux être attiré. En fait c'est pas normal, entre guillemets, de dire je suis très attiré par les femmes noires, par exemple. En fait, tu as le droit d'avoir des préférences. Non, bien sûr. Moi, je pense que tu as le droit d'avoir des préférences, tu vois. C'est la manière dont tu le dis qui peut être gênant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis... Tu vois, ça dépend comment tu le dis, tu vois. Moi, par exemple, oui, j'ai une préférence pour les hommes grands, tu vois. Alors, tu vas me dire ça, tu vois, Ellie, c'est banal. Toutes les filles disent ça. D'ailleurs, pour ça que les hommes mettent leur taille, d'ailleurs, sur les sites. Où tu vois, où j'ai... moi, je suis grand, donc. Voilà. Oui, on était très, très grand. Donc, mais où tu vois, par exemple, moi, c'est vrai que j'ai paradoxalement, au regard des relations que j'ai eues avant, c'est vrai que moi, je suis plutôt attirée par un physique anglo-saxon, tu vois. C'est très rigolo, voilà. Alors que bon, pas du tout. Enfin, dans les gens avec qui j'étais, pas forcément, quoi. Ouais. Mais tu vois, t'as une manière de le dire. Et quand tu dis, moi, je suis très, je sais pas comment tu l'as dit, enfin, je suis très attirée par les femmes noires, ou je sais pas, tu te dis, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Et puis par ailleurs, et c'est ça toute la difficulté de la discussion, il y a beaucoup de sémantique, beaucoup de travail à faire, c'est de dire, quand tu parles de noir ou quand tu parles de blanc, même si maintenant le terme blanc et noir est aussi controversé, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, voilà, c'est des termes qu'on a collés à une époque, et il faudrait peut-être revoir cette distinction, et qu'on utilise d'ailleurs encore dans le monde scientifique, mais qu'on doit repenser. En fait, ça n'a pas la même connotation, parce que l'histoire n'est pas la même. Je veux dire, les populations noires n'ont absolument pas la même histoire que les populations caucasiennes, blanches. Et donc, tu peux pas, c'est pas comparable. C'est comme de dire, tu vois, c'est un peu bête, mais tu vois, par exemple, quand j'appelle mes copines, je les appelle très vite mes bichettes, mes chéries, et des mecs qui vont dire, ouais, alors un mec dirait ça, tu vois, à sa pote, ce serait peut-être mal vu. Je dis, oui, mais en fait, tu compares un truc qui est pas comparable. Je suis une femme, et il y a pas un rapport, il y a pas cette histoire, en fait, qu'on a eu l'un par rapport à l'autre. C'est rien à voir, en fait. Et donc, voilà, alors là, on sort un peu du sujet, mais c'est intéressant à quel point les intelligences artificielles et les technologies algorithmiques permettent de remettre sur la table des sujets que l'on pensait. Toi, quand les gens me disent il n'y a plus de sexisme, faux. Il y a un sexisme ordinaire. Carrément. Et les applications, les outils d'IA nous démontrent qu'il y a même plus qu'un sexisme ordinaire, en fait. Il y a un vrai sexisme, pas que ordinaire. Et d'ailleurs, moi, dans mon expérience, pour aller dans le sens inverse de ce que tu vas dire, mais pas vraiment inverse, c'est que je me rends compte, on parle beaucoup de la déconstruction des hommes, mais quand tu vois les annonces de beaucoup de femmes sur les apps de dating, tu te rends compte qu'elles sont absolument pas déconstruites non plus, parce qu'en fait, ce qu'elles demandent sont des trucs hyper patriarcaux. C'est marrant que tu dises ça. Je trouve ça hyper étonnant. Tu vois, je me dis, pardon pour ceux qui nous écoutent, on est en train de parler d'expérience personnelle, mais en même temps, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'en fait, les femmes, elles te mettent des trucs genre, tu vois, alors c'est des termes qui sont pas
objectivement patriarcaux, mais c'est la stabilité, c'est un mec qui a beaucoup d'ambition. Je comprends. En fait, du coup, derrière, ça veut dire un homme qui va provide, un homme avec qui je vais me sentir en sécurité, qui protège. Et tout ça, c'est hyper patriarcal. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, moi, je suis très féministe libérale. J'aime le mot déconstruction qui ne plaît pas beaucoup. Et moi, je le défends parce que déconstruire, ça veut pas dire tout détruire. Ça veut dire revoir les repères sur lesquels t'as grandi. Et je pense que nous, les femmes, on doit aussi déconstruire certains stéréotypes. Et pour une raison toute simple. Alors peut-être qu'il faut pas dire déconstruire l'individu, mais déconstruire les stéréotypes qui l'embarquent. Les croyances. Les croyances, voilà. Mais parce que tu vois, nous, les femmes aussi, je dis souvent, les femmes sont les victimes du patriarcat, les hommes le sont par ailleurs, mais on est aussi des porte-drapeaux du patriarcat. Parce que, tu vois, moi, je combats contre moi-même pour éviter d'être un porte-drapeau du patriarcat. Et c'est vrai que du coup, oui, je peux être un peu chiante, tu vois. Mais c'est pas grave, j'assume. Mais et du coup, je suis pas celle qui, tu vois, comment dire en français, j'accepte de plaire et de déplaire, tu vois. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Et ça, c'est quelque chose, déjà ça, tu déconstruis un stéréotype profond chez nous les femmes, dans lequel on a été élevés. Alors moi, pas beaucoup, mais la société a influencé, qui est le fait de dire qu'on doit plaire aux hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça veut aussi dire ne pas les contrarier. Ça veut aussi... Donc c'est très compliqué, et tu as entièrement raison. C'est-à-dire qu'on voit sur ces applications, tu as aussi des mécanismes et des stéréotypes qui peut-être aussi reviennent en force. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de recommandation qui va te recommander des profils peut aussi aller dans ce sens-là, puisqu'il s'appuie sur tes comportements et les comportements statistiquement représentatifs. On va parler d'un truc, on fait une discussion perso, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant. J'en profite du coup parce que tu es là en face de moi et qu'on a eu cette discussion plein de fois, cela dit, mais on a beaucoup parlé de ça. Pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, on a pas mal parlé du sujet. Un sujet que moi j'observe chez mes copines smart, tu vois, un peu badass, ce qu'on dirait badass. Comme moi. Non mais si, exactement. En fait, je sais pas si dans les critères que les hommes mettent, en fait, ils disent j'ai envie d'une femme indépendante, j'ai envie d'une femme smart, etc. Parce que je sais, par ailleurs, de ton expérience, mais de l'expérience de pas mal de mes copines célibataires, qu'en fait, c'est la grosse galère. C'est-à-dire que les mecs, ils veulent pas des femmes qui gagnent plus, ils veulent pas des femmes qui sont plus smart, ils veulent pas vraiment des femmes... En général, parce que quand je dis ça, il y a toujours un mec qui dit moi je suis pas comme ça. Non mais moi non plus je suis pas comme ça, mais enfin bon voilà quoi. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi et je l'ai vécu et j'en parle dans le livre. Je dis moi j'étais avec quelqu'un qui quand j'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros par an plus que lui, bizarrement ça a posé problème alors qu'avant il me disait systématiquement ça ne me poserait jamais de problème que tu gagnes plus. C'est pour ça moi, quand les hommes me disent moi ça me dérangerait pas que ma copine gagne plus, je dis est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Non, je dis en fait je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Même moi il y a des trucs où je me dis moi, j'imaginerais ça, mais tant que je ne suis pas face à la situation, je peux pas dire. Je peux pas le confirmer, en tout cas. Et oui, je suis assez d'accord, c'est que, tu sais, il y a ce sur quoi tu fantasmes et ce que tu désires, et ce que tu aimes et la chose avec laquelle tu es confortable. Et moi, je pense, en fait, et je suis désolée, ça fait très cliché, très stéréotype, et je m'en excuse, mais c'est mon expérience, l'expérience de mes amis, et c'est tout ce que je dis sur le sujet, c'est que tu as encore, en fait, une sorte de genrification, je sais pas comment on dit, des attitudes, puisqu'en réalité, si tu veux, et je suis désolée, et j'assume, c'est mon expérience, mais les hommes, oui, ils peuvent fantasmer sur des femmes brillantes qui cassent tous les termes que tu utilises, carriéristes, qui aiment leur vie, sont indépendantes émotionnellement, intellectuellement et financièrement, parce qu'en fait, c'est l'indépendance qui pose problème, bien plus que le reste. Quand tu dis badass, tout ça, en fait, c'est l'indépendance intellectuelle, financière et émotionnelle. Avec du caractère. Ça, voilà, du caractère, c'est ça, voilà. En fait, c'est intéressant parce qu'ils peuvent possiblement fantasmer là-dessus, trouver ça excitant, mais c'est pas la personne avec qui ils ont forcément envie de faire un bout de chemin ou un long chemin, parce que justement, ça les met en position d'inconfort. Et pour le coup, moi, j'ai aussi été avec, je pense, la personne avec qui j'ai passé 11 ans, qui m'a dit, moi, je veux pouvoir savoir que tu peux partir à tout moment et que t'es libre. Parce que ça veut dire que si t'es avec moi, c'est que tu le veux vraiment. Et par ailleurs, tu vois, moi, je pense, par exemple, la personne avec qui je suis en ce moment, moi, j'aime beaucoup sa manière de penser. Alors, il est complètement féministe, complètement déconstruit pour le coup, mais je pense qu'il a jamais été vraiment construit dans ce sens-là. Et en fait... Lui, en fait, il me dit, mais moi, je veux que tu réussisses mieux que moi. Et moi, j'ai envie d'être avec un homme qui réussisse autant mieux que moi, qui soit heureux et épanoui et surtout indépendant. Et puis qu'il ait sa définition de la réussite. Voilà, sa réussite, parce qu'après, qu'est-ce que la réussite ? Mais en tout cas, mais tu sais, en fait, en réalité, les gens ne jugent pas la réussite des autres. En fait, ce qu'ils jugent, c'est l'épanouissement et ton niveau de joie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. C'est ça que les gens, tu vois, jalousent. Ou c'est pas la réussite, c'est ton niveau.
peu importe, tu vois, ce que t'as sur ton compte en banque, les amis que t'as, combien de voyages tu fais par an, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est comment tu te sens bien, en fait, dans ta vie, et c'est ça, en fait, qui peut déranger. Et pour moi, j'appelle ça l'indépendance, en fait, tu vois. Est-ce que les apps de dating, est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que c'est des apps de dating? Est-ce que c'est des apps de rencontre? Est-ce que c'est des apps... Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que, en fait, ces apps, elles ont complètement modifié la manière dont on relationne. Aujourd'hui, un homme qui va... Moi, je vois beaucoup de posts et puis beaucoup d'amis qui me racontent ça, des femmes qui disent, mais... Pas importunez-moi, mais venez me voir. D'une certaine manière, les mecs ne draguent plus, c'est perturbant, ils viennent plus nous voir. Alors, sans parler du droit d'importuner de Catherine Deneuve, tu vois, on n'est pas là. Parce qu'après, c'est des questions de manière de faire, etc. Ouais, et puis après, ça pousse après à des questions légales. Tu vois, bien sûr. Oui, non, je suis pas en train de dire. Non, voilà, bien sûr. Mais juste tu vois, tu peux le faire de manière polie. Bien sûr. Juste d'aller demander un numéro de téléphone. Mais tu sais, je vais te dire, moi, j'entends souvent des hommes me dire on est perdu. Enfin, non, ils disent pas on est perdu, ils disent on peut plus draguer, on peut plus rien faire. Et moi je dis mais en fait, je vais te dire une chose, si une fille t'intéresse, si tu vas la voir et que tu lui dis je ne sais pas comment te le dire, mais je veux juste te dire que tu m'intéresses et je m'excuse si je suis maladroit, la fille va jamais mal le prendre. Non. Et en fait, quand ils me disent, que tu vois, s'ils acceptaient de dire, en tout cas ces hommes-là, il y en a pas, ils sont pas tous comme ça, hein, mais de dire bah c'est quoi, accepte d'être vulnérable et perdu et c'est pas grave. Depuis des millénaires, les femmes et d'autres types de... je pense aux homosexuels qui ont dû faire un travail aussi. Mais si on prend les femmes, depuis des millénaires, on doit s'adapter et on doit, tu vois... Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on demande en fait aux hommes de s'adapter, on rebat les cartes. Et je vais te dire, ces applications de rencontres n'ont pas forcément fait du bien, si tu veux. Parce que tu pourrais me dire, c'est génial, les femmes comme les hommes peuvent, tu vois, aller voir les uns les autres. Mais en fait, t'as aussi des dérives, tu vois. Eva Illouz, qui est une sociologue, qui raconte ça, qui dit, en fait, les femmes et les hommes tendent vers un même comportement qui n'est pas forcément celui à avoir, à savoir avec une dérive mercantile où tu vas faire ton shopping, quoi. Tu vois. Tu peux me parler de cette dérive mercantile, parce que donc, là, dans La fin de l'amour, qui est le bouquin d'Eva Illouz, tu peux me parler de parce qu'en fait, moi, c'est ça qui me dérange. Je suis jamais très à l'aise et je reste jamais très longtemps sur les apps de dating. Parce que... moi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc alors, il y a ça, mais c'est surtout, j'aime pas ce côté mercantile et collection. Et tu vois, de se dire, en fait, tu rencontres... T'accumules. T'es dans une forme d'accumulation, bien sûr, tu vois, et t'as l'impression que t'es au supermarché d'une certaine manière et que même si ça marche pas avec une ou une autre, il y en aura toujours plein derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi ce que Eva Illouz raconte, elle parle de l'analyse comparative entre les couples. Donc elle explique la chose suivante. Moi j'ai découvert ça, je savais pas. Et je suis la première victime, et donc il faut que je travaille là-dessus. En fait, elle étudie, alors c'est une tendance statistique, je dis pas que tout le monde est comme ça, tu vois, donc on va se calmer. Il y a jamais de généralité. Mais de ces études à elle remarque en fait que dans les couples hétérosexuels, encore une fois, quand un homme est avec une femme, il va continuer à regarder les autres femmes pour inconsciemment, possiblement, comparer avec sa femme. De check the market, Lorsqu'une femme est avec un homme, elle a tendance à ne regarder cet homme et ne fait pas de comparaison. Et en fait, ce qu'elle explique, et c'est très intéressant, c'est que nous, les femmes, par exemple, quand un homme nous plaît et qu'on apprend qu'il a quelqu'un, le premier truc qu'on fait, c'est de se comparer à elle. Donc en fait, quelque part, on reproduit le schéma sur nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a aussi un travail à faire sur nous, parce qu'on doit tous évoluer individuellement et collectivement. Et ces applications de rencontres n'aident pas, parce qu'en fait, les femmes, maintenant, en viennent aussi à comparer les hommes entre eux, puisqu'en fait, elles le font sur une application de rencontre. Oui, bien sûr. Tu vois, donc c'est exactement ce que tu dis. Donc, il y a vraiment une dérive mercantile. Il y a ce côté aussi où plus t'en as, mieux c'est. Alors que je suis désolée, c'est pas parce que t'as eu 100 relations dans ta vie que t'es plus heureux que la personne qui en a eu 3. Non. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Et par ailleurs, pour des raisons pragmatiques, c'est ce que je dis souvent, c'est que, et je le dis dans le livre, si ces applications de rencontres pouvaient te trouver le grand amour en un clic, elles mettraient la clé sous la porte. Donc c'est pas leur objectif. Il faut bien comprendre qu'elles ont quelque part le même modèle économique que n'importe quel autre réseau social, qui est justement ce modèle économique de l'attention, où on va essayer de garder ton attention le plus longtemps possible sur ces applications. Et pour ça, il faut surtout pas que tu rencontres l'homme de ta vie. Alors comment ça marche? Parce qu'en fait, quand même, il te propose énormément de profils. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'imagine que si tu payes, tu vois pas les mêmes profils que si tu payes pas. J'en sais rien. Alors ça, après, c'est des critères que eux... Enfin, en fait, dans le modèle algorithmique, dans l'algorithme de suggestion, tu as plusieurs parties. Tu as une partie qui est propre à toi et ton comportement. Donc, tu vas être dans une catégorie d'utilisateurs, de gens comme toi, et on va essayer de faire matcher des gens, tu vois, qui se ressemblent. Ou, si t'as, par exemple, et ça, ils font en fonction de qui te like et en fonction de toi, qui tu like, par exemple. Après, tu as des critères explicites, ou par exemple, donc tout ça, c'est de l'apprentissage. Après, tu as des explicites où tu vas dire, typiquement, un profil on va te proposer, même si
on ne sait pas si tu vas aimer ou pas. Enfin, on va te proposer des profils qui marchent très très bien. Parce qu'on se dit, si ça marche très très bien pour tout le monde, des profils hyper hot, tu vois, je sais pas comment dire ça, toi en fait, même s'ils te plaisent pas forcément, tu dis, ah ouais, sympa, on me propose quand même ce profil, tu vois. Donc il y a aussi une sorte de flatterie. Oui. Et puis surtout, ça te hook, parce que tu dis, et voilà, tu vois. Il y a quand même des personnes. Et voilà. Et puis, il y a aussi quand même, j'espère, un petit caractère aléatoire, surtout au début quand tu arrives sur l'application, on ne te connaît pas. On n'a que ton profil dit statique avec ton âge, ton genre, ce que tu recherches. Éventuellement, les études, pas toujours. Mais bon. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, tu as différents profils qui vont être suggérés en fonction de ça. Mais là encore, moi, tu sais, je le dis tout le temps, je suis libérale progressiste, que les gens utilisent l'application de rencontre, allez-y. C'est juste que ce que je veux, c'est que les gens comprennent. Tu vois, moi, je crois en l'émancipation individuelle pour le bien collectif. Il faut que les gens comprennent comment elles fonctionnent pour pouvoir les utiliser, qu'elles choisissent ou pas de les utiliser, qu'elles les utilisent correctement et qu'elles sachent, en fait, que, en allant sur ces applications, il y a peu de chances qu'elles rencontrent l'homme ou la femme de leur vie. Cela étant dit, et je le dis aussi dans le livre, on connaît tous un couple qui s'est rencontré sur des applications de rencontre et qui même s'est marié, a eu un chien, des enfants, peu importe. Ça devrait pas devenir un biais de confirmation parce que statistiquement, ça reste rare. Voilà. Donc, mais c'est quand même aujourd'hui, c'est la plus grosse manière de rencontrer quelqu'un, ou je me trompe? Alors, je crois que c'était plus d'un couple sur 4 aujourd'hui, mais ça dépend si t'es... Bon, déjà, ça dépend des pays. Oui. Ça dépend si t'es en ville ou en zone rurale. Et pour le coup, tu vois, c'est intéressant parce que t'as aussi beaucoup de témoignages de gens qui disent, oui, moi... dans mon village ou dans ma petite ville, c'est quand même pratique parce que je peux rencontrer des gens que je ne rencontrerais pas autrement. Et puis, il ne faut pas oublier, j'en parle aussi dans le livre, c'est que ces applications sont aussi apparues au sein de la population homosexuelle qui n'avait pas le moyen de rencontrer d'autres homosexuels à part dans certains clubs ou certains endroits. Et là, avait un outil, si tu as à portée de main, qui leur permettait de se rencontrer. Donc, et puis, ça peut aider des gens timides, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça peut aussi faire beaucoup de mal. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais, mais est-ce qu'on devrait les appeler vraiment des applications de rencontre? Il y a un livre que je cite, que j'aime beaucoup, qui est malheureusement pas traduit en français, mais qui est assez facile à lire en anglais, qui est genre A Story of a Romance ou un truc comme ça, par Aziz Ansari, le comédien, avec Eric Linkenberg, qui est un sociologue américain. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont étudié en fait l'histoire de la romance sur plusieurs cultures, sur plusieurs temps. Et en fait, ils tombent sur cette conclusion qui est la suivante, c'est-à-dire on ne devrait pas appeler ces applications des applications de rencontre, de dating, jamais. Et eux, ils disent on devrait les appeler des applications de mise en relation. Alors, c'est moins sexy, mais en réalité, tu rencontres pas les gens. Tu as des mises en relation, comme tu as sur LinkedIn. Voilà. Tu prends au tout début du bouquin l'exemple de Carrie Bradshaw, avec ce show que les femmes adorent, que moi, j'ai jamais vu. Pour franchement, tu devrais. Alors, moi, j'aime bien surtout le premier et la deuxième saison. Non, moi, j'ai revu la première saison que j'adore. Et en plus, c'est très proche du livre. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc ça n'a pas vieilli ce que tu dis, parce que c'était avant les apps de dating. C'était en 98 la première saison. Ouais. Ah donc c'est un petit peu en même temps que les apps de dating, je pense. Le tout début des apps. Bien avant, pardon, c'est quand même bien avant. Avant Tinder, c'est sûr. Et moi je trouve que ça n'a pas vieilli. Ouais. Ok. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.